Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pajama Cinécast. Moi c'est John Cotel. C'est John Seb. John Noam. John Elizabeth. Moi c'est John. Et ce soir nous vous présentons Buckaroo Banzai et les aventures de la 8ème dimension. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension. Oh damn. Le titre était incorrect, merci de préciser. C'est donc Lise qui l'a mis dans la boîte. Lise, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as mis le film dans la boîte ? Parce que j'adore ce film et je voulais le faire découvrir à beaucoup de monde et qui ressentent aussi cette étrange sensation qu'on a en sortant d'un film dont on ne comprend pas tout, mais qu'on a bien aimé quand même. Je confirme, c'est exactement ça. C'était pas la première fois que je le voyais, j'en avais déjà vu des bouts, mais c'est vraiment une expérience intense. Pareil, moi je l'avais déjà vu. Mais j'en avais oublié des bons bouts. Notamment Jeff Goldblum en costume de cow-boy rouge. Et je sais pas pourquoi j'avais oublié ça. Ou comment j'ai fait pour oublier ça. Avec des beaucoup trop grosses patounes. Il avait des grosses patounes avec de la laine et tout. Ouais. Pourquoi ? Enfin bref, tout était cool dans ce film. Ouais, cool. C'est sans doute à peu près le seul truc. Oui, voilà, faut muer les guillemets. C'est à peu près le seul truc que tu peux retenir de ce film en sortant parce que. Alors, donc moi, je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Et je vois bien qu'il y a une volonté d'avoir une espèce d'univers où il y a ce personnage qui fait tout, qui est rockstar, qui est maître en arts martiaux et astrophysicien et qui est capable de sauver la planète Terre et tout. Mais pourquoi est-ce que c'est pas expliqué dans le film ? C'est expliqué dans le film, c'est expliqué au tout début pendant le crawl d'intro. Non, c'est pas expliqué, c'est dit directement. C'est pas ça que j'appelle expliqué dans un film. D'accord. Il y a pas le temps, il se passe beaucoup de choses, il y a pas le temps. Moi j'ai lu les mots au début, du texte au début, mais il y a rien qui est rentré en forme d'information, c'était juste des mots. Mon impression sur le film, c'est c'est un peu comme un épisode de série ou un comics qu'on ouvrirait au milieu, où on débarque dans cet univers où il y a Buckaroo Banzai qui est visiblement le héros, et en fait visiblement c'est pas leur première mission et c'est pas leur dernière puisque on est teasé à la fin. Mais on est lancé là-dedans sans qu'on nous explique grand-chose en fait, parce que c'est une sorte d'épisode de milieu de saison, ou je sais pas trop comment dire ça. Ça fait, il y a un côté tranche de vie un peu surnaturel. Ah, c'est marrant parce que ça me fait penser à un bouquin que j'ai bien aimé pour le coup, mais qui est un peu comme ça aussi. Oui, il y a vraiment une ambiance comics, pulp, avec des héros. Ça me l'a fait devant Doc Savage aussi. Mais là, pour le coup, Doc Savage, c'est une adaptation de Pulp, qui a inspiré d'ailleurs Indiana Jones, sauf qu'ils osotent. Ouais, donc vraiment une impression Pulp comique, avec des personnages très typés, presque caricaturaux. Presque. Presque. Alors, Perfectomy, je veux dire, ça dit tout du personnage, il s'appelle Perfectomy, quoi. Est-ce qu'il est vraiment si perfect que ça ? Bah, il donne sa veste. Ça rime vachement avec vasectomie. Merci. De rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film ? Déjà, on va pas avoir la tentation d'essayer de le résumer. Non, pour une fois, c'est pas la peine. Regardez-le parce que vraiment c'est un chouette film. Je peux faire un résumé de ce qui se passe. Vas-y. Ok. Alors l'histoire, alors c'est pas expliqué dès le début, hein, on comprend ça un peu au fur et à mesure. Il existe sur la planète 10 l'électroïde rouge et l'électroïde noir qui sont des restes extraterrestres, peut-être la même espèce ou pas, j'en sais rien. Et il y a eu une guerre entre ces deux peuples. Et l'électroïde noir qui était les gentils ont banni l'électroïde rouge qui étaient les méchants dans la 8ème dimension qui est une sorte de magma informe. Enfin, on sait pas trop à quoi ça ressemble, mais visiblement c'est pas très cool. En 1938, le professeur Lazardo et le professeur Ikita ont mené une expérience pour traverser la matière et arriver dans la 8ème dimension. Malheureusement, le professeur Lazardo il s'est un peu précipité avant que l'expérience soit prête et il s'est retrouvé à moitié projeté dans la 8ème dimension. Et John Warfield, voilà, John Warfield en a profité pour rentrer dans l'esprit du professeur Lazardo. Et du coup, le professeur Lazardo était maintenant un électroïde rouge.
Et il a réussi à sortir une centaine de personnes visiblement de la 8e dimension, enfin une centaine de l'électroïdes rouges, qu'il a fait atterrir dans la ville dont parle Orson Welles dans La Guerre des Mondes. Et depuis tout ce temps, il essaye de retourner dans la 8e dimension pour sauver le reste de son peuple et ensuite aller conquérir la planète 10 où il reste les électroïdes noirs qui sont les gentils. Et c'est là que commence le film, où... Ah oui, c'est comme ça. Oui. Où Buckaroo Banzai mène une expérience qui est la suite de l'expérience de 1938, où il crée avec le professeur Ikita, une machine qui permet d'aller traverser la 8e dimension et d'en revenir. Et du coup, grâce à ça, John Warfin, il se dit qu'il peut enfin aller sauver son peuple. Et là, les électroïdes noirs débarquent dans l'espace, autour de la Terre, et ils disent à Buckaroo Banzai, à cause de ton invention, les méchants ils vont revenir. Du coup, si tu réussis pas à détruire John Warfin d'ici la fin du jour, eh ben on va attaquer Smolensk en Russie et ça va créer une guerre mondiale. Fun. Voilà. Ça, c'est le pitch de départ. C'est le pitch de départ. Ouais. Et du coup, on commence à peu près là. C'est le pitch de départ qu'on comprend une fois qu'on a vu 3 fois le film. Oui, c'est ça exactement, tout à fait. Okay. Attends, la menace de l'attaque de Smolensk en Russie, là, c'est quand même au milieu du film. Bah, c'est là qu'il explique, mais c'est... Oui, mais enfin, c'est le pitch général du film, c'est ça. Oui. L'histoire en fait, du film, c'est ça. Buckaroo Banzai va devoir aller trouver John Warfin et les électroïdes rouges. Qui s'appellent tous John. Bah, les électroïdes noirs aussi s'appellent tous John. Oui. Et du coup, arrêter cette rébellion, on va dire, pour sauver le monde. Peut-être, je m'avance peut-être, hein, mais j'ai un peu l'impression que c'est une référence à l'univers DC Comics, où sur Mars, il y a eu une guerre entre des martiens noirs des martiens verts et des martiens blancs, et où le martien qui arrive sur Terre s'appelle John Jones. Ah, peut-être. Je sais pas du tout. John Jones. Cette histoire. Il a traduit son nom en John Jones en France, pour Terre, et en martien ça donne John Jones, dans la langue martienne de DC Comics. Donc d'accord. Peut-être que c'est... Moi, ça m'y a fait penser un petit peu quand même, ce petit côté John. C'est clair que les scénaristes ont lu des bandes dessinées. On retrouve plein de gimmicks, notamment la brigade de bénévoles que tu contactes par radio. Ça, c'est un truc que tu retrouves dans les comics. Ça me fait penser à un dessin animé que j'avais regardé quand j'étais petit, où le principe, c'était plein de gens qui faisaient des métiers tout à fait normaux, mais qui étaient genre des gardiens, ou des gardiens ou des super-héros. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un problème, genre un grand incendie, ils réunissaient ceux qui avaient le métier qui était en adéquation pour régler le problème. Je sais plus comment ça s'appelle. Dis donc. C'était très communiste quand même. Ça me dit rien. Vraiment les schtroumpfs. Ça ressemble au pitch du jeu vidéo Ubisoft de The Division, où c'est des mecs normaux qui se font réveiller à la fin après une espèce de catastrophe internationale, machin et tout. Ils se font réveiller. Non, c'est des agents dormants qui se font appeler pour sauver le monde. C'est pas un bon jeu, je vous le conseille pas vraiment, mais voilà, c'est ça l'histoire. Je crois qu'on est un peu en train de dévier. Oui, excusez-moi. On va revenir au vif du sujet, à savoir le film, qui propose un doublage français de qualité, avec beaucoup de phrases choc. Oui. Mais même en anglais, il y a des phrases choc. Oui, j'imagine. Les dialoguistes, je sais pas ce qu'ils ont fait sur ce film, mais c'est incroyable. John Parker, il pète la classe. C'est vrai que John Parker a la classe. J'aime beaucoup sa façon de se déplacer. Oui, en sautant, en faisant des petits sauts. La division costume a fait un sacré boulot avec un budget... Qui est-ce qu'il est ? On n'en parle pas assez du casting, mais il y a donc Jeff Goldblum qui fait une apparition en neurochirurgien cow-boy. Parce que pourquoi pas ? Du New Jersey. Du New Jersey. Il l'appelle John... il l'appelle... New Jersey, ouais. New Jersey. Et Christopher Lloyd en John Big Booty. Big Booty. Avec un E accent aigu. C'est ça. Et Peter Weller qui a joué dans Robocop, qui fait Buckaroo Banzai. Et il y a aussi un des mecs de Dune, mais je me souviens jamais de son blaze. Oui. Voilà. Enfin bref, un casting de qualité, des effets spéciaux de qualité pour l'époque, tout est bien de qualité. Si on considère que c'est fait en 1984, il y a quand même des tentatives visuelles.
Moi, je trouve ça visuellement très chouette. J'aime bien les décors, les costumes. Avant la première scène, la première fois où il passe à travers la montagne et il arrive dans la 8ème dimension et où là ça pique quand même bien les yeux. Je trouve que c'est un essai visuel parce que c'est des images. C'est des images prises avec un microscope et on fait comme si on voyageait dans une autre dimension, mais je trouve que c'est un essai visuel assez intéressant. Ant-Man 2015, je connais. Ouais, mais là c'est en 1984. C'est ça. Et je trouve que pour représenter une autre dimension, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ouais, il y a des tentatives intéressantes. Il y a quand même la romance la plus inutile de l'histoire des romances, je pense. Elle est très bizarre. Et oui, elle est très bizarre. Mais et puis il y a un passage extrêmement sexiste où j'ai vraiment tiqué de fou. C'est quand il la cherche, elle est pas dans sa chambre et il la retrouve dans sa chambre à lui et elle dit oui ça va, je suis une fille, j'ai fouillé dans tes affaires. Je me suis cachée dans ton lit aussi. Enfin, c'était vraiment très chelou. Lui, en plus, à la base, il la cherche pas du tout, il cherche son flingue. Mais Non, c'est vrai. en même temps, il y aurait pas cette romance, il y aurait juste pas de personnage féminin. Il y aurait pas de personnage Il y a la féminin. secrétaire, à un moment donné, il y a une secrétaire. Il y a Madame... comment elle s'appelle Madame Johnson. Ouais, c'est ça, Madame Johnson. Ouais, il y a deux secrétaires même, parce que le président il y a de la aussi John Emdal. Ah, John Emdal, c'est vrai, c'est John Emdal qui est la chef des gentils électroïdes noirs. C'est effectivement dommage de se priver d'ambiance homoérotique quand il y a Jeff Goldblum quelque part, quoi, je veux dire. En costume de cow-boy. En costume de cow-boy. Mais du coup, ils se sont rattrapés dans le générique de fin. Avec Secret Tommy qui ouvre la chemise. Oui. Merci. Ce générique de fin d'ailleurs. La Perfect Tommy qui n'a que son perfecto en fait, justement. Qui n'a pas de chemise en dessous. Et... Mais j'aime beaucoup, enfin disons que aussi j'apprécie la fin de ce film. Parce que c'est un film qui est plein de... Il est très riche dans plein de choses. Et cette fin nous promet encore plus de choses. Mais malheureusement, ça n'aura pas lieu. Donc à la fin, il y a une suite qui a été teasée, une autre aventure. Oui, dans le générique de fin, ils teasent donc le film suivant qui s'appelle... Booker Banzai Against the World Crime League. Ouais, ça n'a jamais existé. Par contre, il y a eu des BD Marvel, des livres, un jeu vidéo... Après le film. La BD est sortie en 2007. Waouh! Parce qu'il y a eu une tentative de reboot il y a quelques années avec Kevin Smith qui devait produire et puis finalement ça s'est pas fait parce qu'ils ont pas réussi à acquérir les droits et je suis triste. Oui, il voulait. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il y a eu des scènes coupées dans le film, notamment une introduction où on aurait vu les parents de Buckaroo Banzai faire des expériences dans le désert avant lui. Et du coup, il serait mort devant ses yeux. En fait, on peut retrouver un extrait de cette intro sur Internet assez facilement. Mais du coup, il voulait refaire dans la saison 1 tout le premier film, avec les passages qui ont été coupés, et refaire ça en une saison entière. Et la saison 2 aurait été le Booker Banzai Against the World Crime League. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Dire que ça va jamais arriver. Kevin Smith était... Je pense que ça va jamais arriver. Non, Kevin Smith devait être producteur et au moins producteur exécutif, et je crois qu'il devait réaliser quelques trucs. Il avait dit que Tarantino devait réaliser un épisode, ce genre de choses. Kevin Smith, c'est un mec qui a fait pas mal de comics, je crois. Il a écrit pour Superman et il a réalisé des épisodes Flash, il me semble. Je sais qu'il a réalisé Clerks 2, Dogma, qui sont des films que j'aime beaucoup. Il a fait... Jay et Silent Bob contre-attaque. Jay et Silent Bob sont des personnages de Kevin Smith. D'ailleurs, il en joue un. Oui, voilà. Il joue Silent Bob, je crois. Oui. Et voilà, moi j'aime beaucoup Kevin Smith. Et c'était une belle promesse qui nous revient, mais malheureusement, je crois que ça n'aura pas lieu. Je suis un peu triste, parce que j'aime beaucoup ce film, et j'aurais bien aimé de voir ce qu'aurait pu en faire Kevin Smith. Oui. Et de pouvoir continuer l'histoire de Buckaroo Banzai. Mais après, effectivement, ça fait partie de ces films où tu vois qu'ils ont coupé sacrément quelque chose pour pendant la production, quoi. Enfin, qu'ils ont coupé des scènes qui servent au moins à éclairer ce que sont les méchants de manière plus claire. Et enfin, ce que sont les si c'est des extraterrestres, si c'est juste des êtres d'une autre dimension. Moi, je pensais qu'ils venaient tous d'une autre dimension.
Et en fait, c'est en t'écoutant que j'ai compris que ah non, ils viennent d'une autre planète et ils ont enfermé des gens dans une autre dimension. En fait, c'est une histoire de dialogue et de trucs, mais il y a tellement de choses qui se passent, on n'arrive pas à tout enregistrer. Et en fait, le scénario, il est distillé tout au long du film, mais par très petites touches. Et si tu rates une demi-seconde de dialogue, tu peux ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. Bah moi, ça a fait que, en fait, dès le début, je me suis mis dans un mindset où j'ai consommé ça comme un nanar et je m'en suis battu les reins du scénar, plus ou moins. Et du coup, je me suis amusé. Mais effectivement, ça va pas me marquer et j'aurais quasiment tout oublié d'ici une semaine. Et voilà. Bah c'est possible aussi de le regarder comme ça, hein, parce qu'il y a... En fait, je trouve que c'est un... Il y a beaucoup d'ingrédients qui ressemblent à des ingrédients de nanar. Pour moi, c'est un bon film, c'est pas un nanar. Mais il y a le scénario incompréhensible, les costumiers qui ont pété un câble, les dialoguistes qui nous sortent des punchlines qui n'ont pas de sens. Les accessoires qui sont merveilleux. Des accessoires merveilleux et une pastèque qui arrive à un moment et un acteur fait remarquer à quoi sert cette pastèque, pourquoi il y a une pastèque ici et l'autre personnage à côté de lui dit je t'expliquerai ça plus tard, et évidemment on n'en sait jamais plus, et je trouve que c'est des petites choses qui font que ça ressemble un peu à un nanar, mais c'est dans un bon film quoi. Mais c'est vraiment... vrai que le film ne perd... Enfin, si t'essayes, je pense que si on essaye de le regarder à fond, je savais pas très bien dans quel match c'était en le regardant moi, mais si je pense qu'effectivement si on essaye de le regarder à fond en mode c'est un bon film et il faut comprendre ce qui se passe dans ce film, ce que j'ai un peu essayé de faire quand même, bah le film ne perd pas sa crédibilité interne en fait, contrairement à beaucoup de nanars. Et il y a pas de moment où tu te dis ok ça n'arrivera pas dans le film, c'est pas normal, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive parce que t'as pas eu d'éléments suffisants pour le comprendre avant dans le film, mais tu comprends que ah oui ça peut arriver dans cet univers. On a un peu l'impression que ça ressemble aux mauvais romans de fantasy qui se perdent un peu dans leur propre world building, où ils expliquent trop, où ils développent trop leur univers, et du coup il se passe des choses, sauf que on s'en fout des fois. C'est ce côté, c'est un univers entier qui est distillé par petites touches, mais qui est pas suffisamment expliqué pour qu'on puisse comprendre tout le scénario du premier coup. Et c'est, je pense, un des plus gros défauts du film, même si ça ne nuit pas à la qualité qu'il a et au plaisir qu'on en tire. Je sais pas, moi j'ai envie de dire que tous les défauts que je lui trouve sont ce qui fait que je le trouve très attachant. Au final. C'est ça. Comme le fait que la fin promesse plus qu'il n'est jamais arrivé, le fait que le scénario soit difficilement compréhensible au premier abord et que ça nous perd en fait, mais le fait que je sois perdu pendant ce film, enfin la première fois que je l'ai vu en tout cas, ça a justement causé son charme dans le sens où je comprenais pas ce film mais je l'appréciais quand même pour ce qu'il donne, et c'est pour ça que j'aime y revenir à chaque fois parce que je découvre d'autres petites choses, etc., et que je le comprends mieux. Et pour moi c'est vraiment ce qui... je sais pas comment exactement le dire, mais c'est ces petits défauts qui font que je l'aime beaucoup, et que si c'était juste un bon film, ce serait pas autant, je sais pas, je serais pas autant attaché à lui. Bon. D'autres choses à ajouter ? Je pense qu'on a fait le tour. Moi j'aime beaucoup la musique. Oui, la musique est très chouette. Le synthé tout le long et le générique de fin. Alors ils nous font croire que c'est du rock au début, mais c'est pas du rock. Non, il n'y a pas de rock. Mais c'est bien quand même. C'est bien, il y a du saxo, du synthé et un petit solo de guitare. C'est pas mal. Franchement, c'est cool. Où il y a plein de trucs qui sont balancés dans ce film et qui sont pas expliqués, ou des trucs qu'on sait pas comment. Par exemple, à un moment, on voit le président des États-Unis, et dans un film classique, il serait à la Maison Blanche, à son bureau, et on se poserait pas de questions, parce que c'est comme ça qu'on le voit dans tous les films. Mais là, non, le président, il est dans une chambre d'hôpital, il est attaché à un lit, il est suspendu même. Et pour dialoguer avec lui, on lui approche une télé avec une caméra. Il y a son général qui est avec lui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est jamais expliqué. C'est juste qu'il a mal au dos. Mais c'est étonnant, c'est quelque chose qui est balancé comme ça sans... Non, mais effectivement, ça doit être une aventure précédente de Buckaroo Banzai. Alors, le film de la semaine de la prochaine fois, c'est... Film de la semaine suivante, pas la semaine prochaine, bref, vous avez compris. C'est What We Do in the Shadows. Ouais, ça c'est moi qui l'avais mis dedans. Très bien. En VO ou en VF ? En VF.
Non, en VO. En VO. En VO parce que je l'ai déjà vu en VF. C'est pour ça que j'avais. C'est vraiment en VO, il est extraordinaire. Ah oui, mais en VF, il est extraordinaire. Ah ouais en VF, c'est faut que je le regarde en VF, les gens alors. qui ont fait message à caractère informatif qui l'ont pas fait. mal, je savais pas. Tu sais le personnage qui ressemble beaucoup à Alexandre Astier physiquement, eh ben il est doublé par Alexandre Astier. Ah, ça c'est pas mal ça. À la prochaine Des fois. gros bisous. Au revoir. Adieu. Ouais. Plus dans le bus. Prenez soin de vous. À bientôt dans le métro. Adieu.